Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, notre invité, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de présentation. Sûrement que la plupart d'entre vous le connaissez déjà. C'est Amir Kadir, un infectiologue, mais qui a été également vraiment présent sur la scène politique québécoise. Ouais. Puis tu sais, quand on commençait notre projet, là, je dirais que c'était dans le top de notre liste de qui on voulait inviter. Puis pour vrai, on n'a pas été déçus. Il est vraiment, tu sais, on le savait, là, c'est un bon orateur. Il nous a parlé de son parcours, de comment il est passé de médecine à politique à retourner en médecine. Puis il nous a parlé aussi d'une clinique qu'il fait en ce moment pour la maladie de Lyme chronique. Ça a été bien intéressant d'avoir son point de vue là-dessus. En tout cas, on est sûr que vous allez aimer cet épisode-là avec Amir Kadir, donc enjoy! Bon épisode! On voulait prendre un moment avant l'épisode pour remercier nos commanditaires Archer, qui est une firme de finance spécialisée pour les médecins et les étudiants en médecine. Ils sont tellement agréables avec nous, tellement agréables à travailler. On vous conseille fortement de les contacter. Oui, c'est ça. C'est du monde facile d'approche. Les consultations avec eux, c'est gratuit. Fait qu'hésitez pas à envoyer un courriel. Le lien est en dessous des vidéos. Puis, c'est ça. Ils peuvent répondre à vraiment toutes vos questions que vous avez par rapport à vos finances personnelles, par rapport aux prêts et bourses du gouvernement, par rapport aux assurances que vous pouvez avoir, les placements que vous pouvez faire pour essayer de maximiser vos finances. Bref, peu importe c'est quoi votre question, contactez-les puis ils vont avoir les réponses pour vous. Merci Archer! Attention, on a une annonce spéciale à faire. Dans le fond, nous, on va prendre notre retraite de podcast là, après cette saison-ci. Donc, on est à la recherche de quelqu'un ou de deux personnes qui seraient partants pour nous remplacer puis continuer notre beau projet. Oui, idéalement, on aimerait ça des étudiants en médecine, bien sûr, pour continuer un peu dans la même lignée. Des étudiants qui sont peut-être en première année ou en pré-med, qui vont pouvoir prendre le projet pour plusieurs années. Aussi, on vous suggère fortement, si ça vous tente, d'appliquer entre amis, 2 à 2. C'est toujours plus facile de faire des discussions comme ça quand on le fait entre amis. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-nous, envoyez-nous une petite description de pourquoi vous êtes intéressé. Puis, ouais, c'est ça. On attend vos CV. Merci beaucoup, Dr Kadir. Merci. On a accepté notre invitation. Ça nous fait bien plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. Donc, nous, on aime ça commencer un peu au début. Donc, vous, est-ce que, quand vous étiez jeune, vous saviez déjà que vous vouliez aller vers la médecine? Non, en fait, c'est un peu paradoxal parce que je me souviens très bien de cette... en fait, je me figure encore dans la cour de l'école qui s'appelait Saint-Louis. C'était une école française en Iran. On venait de finir, c'était la fin de l'année de ma 4e année. J'avais un bon ami qui s'appelait Mohammad Reza Ansari. Puis on marchait, puis on jasait. Puis je ne sais pas pourquoi on a parlé du fait qu'est-ce qu'on voulait faire quand on va devenir grand. Bon, on était 2 garçons de 10 ans. Et moi, je dis, une chose dont je suis sûr, c'est que je ne veux pas devenir médecin ni ingénieur. Parce que tous les jeunes voulaient devenir médecin ingénieur. Donc, pour faire un peu mon original, je disais à mon copain que, c'était pas nécessairement très réfléchi, mais c'était assez quand même, je dirais, caractéristique de mon état d'esprit parce que tout le long de mon secondaire, par la suite, tout ça, moi, j'envisageais de faire des mathématiques ou la philosophie ou même la poésie, la littérature, ce genre de choses-là. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que d'abord, j'ai fini par faire une maîtrise en physique, ce qui est l'équivalent d'un ingénieur. Ouais. Puis ensuite, j'ai fait médecine, donc j'ai comme complètement déjoué mes propres pronostics. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Puis le concours des circonstances de la vie. D'abord, à la fin, disons, du secondaire, puis durant le cégep, moi, j'avais fait sciences pures parce que j'étais matheux. J'aimais beaucoup les maths, j'avais des facilités. Mon père était enseignant en mathématiques, ma mère était enseignante, puis elle aussi enseignait les mathématiques. Fait que les mathématiques, c'était comme un plaisir partagé en famille. Par ailleurs, j'avais déjà des engagements sociaux et politiques parce qu'on baignait, moi et mon frère, dans une famille très politisée. Ma sœur, c'est venue un peu plus tard. Et donc, malgré mes penchants pour la philo, pour la littérature, il est devenu évident pour le jeune homme, entre guillemets, consciencieux, c'est l'image que j'avais de moi-même, puis du sens de la responsabilité politique qui était inculqué par la famille, qu'il fallait faire des choix qui correspondent aussi aux besoins de la société. Et comme à l'époque, je voulais
toujours retourner en Iran, dans un pays en développement, avec des contextes politiques particuliers, de lutte contre la mainmise étrangère et tout ça. Donc, il fallait pouvoir avoir une occupation qui puisse, disons, être utile, entre guillemets, socialement. Donc, j'allais en physique dans l'idée, disons, qui est l'idée d'à peu près de tout jeune, de contribuer à l'édification d'une communauté scientifique dans mon pays, de renforcer ça. D'ailleurs, l'Iran n'était pas très mal doté à l'époque, parce que ça faisait déjà une bonne 50aine d'années qu'un système d'enseignement public et ensuite universitaire avait été mis en place par l'administration impériale du régime qui a précédé. Puis d'ailleurs, quand la révolution a eu lieu en 1979, le nouveau pouvoir qui émergeait de la révolution, une des demandes principales du mouvement révolutionnaire populaire, c'était justement l'éducation gratuite et étendue et plus démocratique. Donc, de ce point de vue-là, ça allait bien. Et donc, je me disais, moi qui suis ici, je vais poursuivre des études en physique, puis retourner là-bas servir. Puis finalement, maintenant, comment la médecine est arrivée? C'est ça la question. C'est que il y a des tests de réalité. Une fois rentré en maîtrise en physique, je me rendais compte de plusieurs choses à la fois. Un, c'était très abstrait et, disons, aride comme domaine. Moi, j'étais en physique de l'état solide. Ça se pouvait que j'aille en physique nucléaire, ce genre de choses-là. C'était quand même aride. C'était un truc très isolé, alors que j'étais pleinement engagé par ailleurs. J'avais l'impression de vivre une dualité. J'étais un peu schizophrène. Dans le cadre de ce que j'étudiais, c'était très, très isolé, alors que moi, j'avais un penchant plutôt social développé à cause de mes activités politiques qui étaient déjà engagées depuis longtemps. Et donc, ça ne correspondait pas, c'était comme pas mon tempérament. Ensuite, j'ai connu ma conjointe qui vient de me débarquer de l'auto tout à l'heure. Et elle avait décidé d'aller en médecine, alors que moi, si je voulais continuer en maîtrise, ça c'était à l'époque du premier gouvernement conservateur qui prenait le pouvoir après le Trudeau. C'est le gouvernement Mulroney, ils avaient coupé dans les subventions de recherche. Donc, si je voulais faire un doctorat, il n'y avait pas vraiment de sous. Il n'y avait qu'une bourse CRSNG par palier. Donc, une bourse PhD, une bourse maîtrise dans tous les départements, dans chaque département, mettons. Et donc, il n'y avait pas grande possibilité. Il fallait s'exiler. Donc, il y avait cette question donc de l'amour qui a joué. Nima était là. Et puis, je calculais que si je devais aller aux États-Unis faire un doctorat, ça allait prendre minimum 4 ans, plus un postdoc pour pouvoir avoir une poste d'enseignement. Donc, ça faisait 6 ans, alors que si j'allais en médecine comme Nima, qui allait en médecine, c'était 6 ans aussi. Et puis, je me rendais compte aussi qu'on était beaucoup plus libre. C'est-à-dire que tous les figures, plusieurs des figures marquantes de la gauche politique internationale, les Che Guevara, les Salvador Allende, les docteurs Lumumba, etc. Il y en a plusieurs. Docteur Agostinho Neto, je ne m'excuse pas, Lumumba, un leader africain de l'indépendance. Leur parcours montrait que quand tu es médecin, tu as beaucoup plus de liberté politique parce que tu es un professionnel. Médecin ou avocat, en fait, les professions libérales. Alors que si tu es prof d'université, c'est sûr que tu as une marge, mais pas autant parce que tu es employé d'une institution. On le voit maintenant, parce que maintenant, même les scientifiques dans les universités, au service du gouvernement, sont excessivement encadrés par des politiques de relations publiques et de communication qui sont presque une censure. Ils n'ont pas le droit de dire tout ce qu'ils pensent et savent sur les OGM, par exemple, sur les dangers, mettons, du mercure ou de l'arsenic dans l'air. Hein, on peut le voir quand tu es médecin employé de l'ADS, du département de santé publique. C'est pas comme quand tu n'es pas employé, parce que les médecins de santé publique sont des employés de l'État, d'accord, au sens traditionnel de l'employé. Donc, eux autres sont frappés par une espèce de contrôle de leur communication. Alors que moi, comme médecin, je veux dire, infectiologue dans un hôpital, je suis à mon compte. Finalement, je ne suis pas employé, je suis un professionnel de profession libérale. Puis est-ce que c'est ça, pendant que vous étiez en médecine, que vous a fait plus pencher vers l'infectiologie que la santé publique? Parce qu'on sent que la santé publique, ça a l'air un peu... Non, je n'avais pas réfléchi à ces dimensions-là. C'était pas dans ce raffinement. Disons que je voulais travailler, je voulais faire une spécialité qui ouvre les portes pour la santé internationale.
Donc, ce choix-là se faisait à la fin des années 80. Donc, je faisais mon externat en 88-89 dans ce bout-là. Et on était assis à table avec Pierre Aslanian, un autre ami externe, avec qui on a fait une partie de notre externat. Puis j'étais en train de raconter ça à Pierre Aslanian à Saint-Luc, lors d'une de nos stages d'externat. Puis à côté de nous, l'autre bord de la table, à Saint-Luc, que vous n'avez pas connu, hein, Saint-Luc, parce que ça a été détruit, mais il y avait... il ne faut pas que j'oublie son nom. C'est un autre infectiologue qui était directeur de santé publique du centre-ville et qui a œuvré dans le domaine du sida. Bon, son nom va me revenir. Bref, un médecin de grand renom public également, parce que dans les années sida, il est beaucoup intervenu pour alerter les autorités, disons, les décideurs publics de la réalité de cette épidémie qui prenait naissance. Et puis lui, il nous a entendu parler. Puis c'est un gars très extraverti. Il a dit, bon, ben mon jeune, laisse-moi te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Puis, parce que lui avait été en pneumo, puis il a changé pour la microbiologie, infectiologie. Donc, c'est lui qui m'a donné l'idée que c'était la meilleure chose parce qu'en même temps, c'était une spécialité. En même temps, c'était très adapté pour, par exemple, si tu voulais faire de la santé tropicale pour adapter aux réalités des pays en développement, que ce soit la malaria, la tuberculose, le VIH à l'époque, qui était aussi une maladie, en fait, de pays en développement. Donc, c'est lui qui m'a donné l'idée. Voilà. Ouais. Puis, où est-ce que vous avez fait votre résidence? J'ai fait ma résidence à Montréal. Okay. En maladie infectieuse, c'est à Montréal. Ouais. Puis, vous n'avez pas regretté votre choix, finalement? Non, pas du tout. En fait, et j'aurais fait beaucoup plus de santé internationale, exactement comme ça devait se dessiner en fonction de tout ça, là. Puis cette suggestion du docteur, ça va me revenir. J'espère que ça va me revenir. Parce que déjà, ma conjointe était engagée dans la fondation de ce qui est devenu Médecins du Monde. Moi, j'étais avec Aide médicale à la Palestine depuis quelques années. J'étais membre de SUCO, Solidarité Union Coopération, qui est une des plus anciennes, un des piliers de la coopération internationale au Québec depuis le début des années 60. Ça a été fondé en 61. Un organisme dont je suis devenu président du CA pendant à peu près 4-5 ans. Mais j'étais déjà membre depuis de nombreuses années. Donc, j'étais impliqué dans ce genre de choses-là, comme Solidarité, Santé Tiers-Monde. On a, avec Nima, ma conjointe, on était impliqués avec Outils de paix, qui a envoyé du matériel au Nicaragua. Dès le MD à l'Université Laval, puis Nima à Sherbrooke, parce qu'elle était en médecine à Sherbrooke. On s'était impliqué dans ce qui étaient les associations de coopération internationale. Donc, on est allé en 87, après la fin de la première année, en Nicaragua, ensemble, comme des stages si vous voulez, d'apprivoisement, d'acclimatation à ce genre de travail. Et donc, à la fin de ma résidence, j'ai fait de la recherche sur l'interaction tuberculose-VIH. Je suis allé à Pune, en Inde, dans un projet de coopération entre McGill, Boston et puis une université indienne. Et puis, j'étais impliqué avec Médecins du Monde, tout ça. Sauf que, moi, j'ai terminé en 97, mais à peu près au même moment, il y a une initiative politique qui émergeait au Québec, qui s'appelait le Rassemblement pour une alternative politique, d'abord. C'était à l'initiative d'un journal qui existe encore, qui s'appelle L'Autre Journal, avec un accent, L'Autre Journal, qui est un journal qui réunissait des gens du milieu syndical et communautaire et qui était critique vis-à-vis du Parti québécois, d'accord? Qui dérivait petit à petit vers la droite. Alors, à leur rappel, il y a des gens qui sont réunis au collège Maisonneuve. Ça, c'était en novembre 1997. Moi, je venais de commencer à Le Gardeur. Puis, donc, je suis allé là, comme je suis moi-même impliqué dans la gauche. Et donc, à cause de cette implication, puis des responsabilités que j'ai eues par la suite, dans la formation de cette nouvelle formation qui est devenue, après être un mouvement politique, on est devenu un parti, puis ensuite, ça a débouché sur d'autres choses, et ça a fini par Québec solidaire, là, sur 10 ans, de 1997 à 2006. Il y a eu plusieurs étapes. Fait que ça m'a comme gardé au Québec. Même si j'ai fait des missions pour Médecins du Monde en Irak, en Palestine,
2 fois même, en fait, 2 fois en Irak, 1 fois en Palestine, 1 fois en Afghanistan. Bref, j'ai fait des missions, mais c'est pas aller plus loin. J'ai pas pu faire ce que je voulais faire de manière Votre but élargie. au départ, finalement, s'est transformé. Mais je dirais à ceux qui s'orientent là-dessus, c'est un bon choix. L'urgence, c'est un bon choix. Santé publique, c'est un bon choix. Santé publique, peut-être avec quelque chose, une formation courte ou longue d'1 an, peut-être, avec le Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg qui offre ce programme, ou avec le CDC d'Atlanta, là, des espèces de formations terrain. Donc, médecine familiale, urgence, avec ce genre de complément, ou un cours en Tropical Medicine and Hygiene, par exemple, soit, je pense que c'était à Oxford, ça, je pense que c'était à Cambridge ou à Oxford, en Angleterre. Puis il y a l'équivalent de Johns Hopkins, donc faire de santé internationale, santé tropicale, ou des cours, je ne sais pas s'ils sont encore donnés par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, ça s'appelle Health Emergencies for Large Populations, HELP. Ça existait en tout cas à l'époque. Donc, il y a toutes sortes de formations comme ça où un médecin généraliste, ou un urgentologue, ou un infectiologue, ou un médecin de santé publique peut aussi s'outiller pour éventuellement faire de la santé internationale. Puis, c'était comment ça, naviguer un peu dans tout ça, jongler le côté médical, le côté politique? T'sais, vous venez de dire que vous êtes impliqué depuis le début de Québec solidaire. Genre, ces 2 domaines, j'ai l'impression qu'on veut se donner à 100%. C'est ça que j'ai oublié de dire. Dans le fond, moi, j'étais impliqué dans cette formation naissante au même titre qu'un tas de gens. On était, mettons, à Maisonneuve-Rosemont, on était à peu près 500. Là-dessus, il restait une centaine de personnes qui sont restées actives plusieurs années. On a fondé le parti, ce qui était devenu le Rassemblement pour une alternative politique est devenu le RAP, un parti avec Michel Chartrand et d'autres, là, 1 an et demi plus tard, qui s'appelait donc le Rassemblement pour une alternative progressiste, le RAP. Mais, à un moment donné, quand il y a eu la fondation de l'UFP, l'Union des forces progressistes, qui était la jonction de plusieurs autres courants avec le RAP pour donner un nouveau parti qui s'appelait l'Union des forces progressistes, ils m'ont identifié comme étant un porte-parole, les camarades, les collègues. Pourquoi? Ben parce que, et exactement comme je vous ai dit, être médecin donne énormément de liberté. Puis il ne faut pas le gâcher. Faut pas cette liberté-là est précieuse, puis il faut le mettre à bon escient. Comme j'avais fait des projets internationaux en Irak, dans le contexte d'une mission d'observation humanitaire en 2000, qui avait fait beaucoup de bruit. Pierre Foglia avait écrit plusieurs chroniques, il y avait eu des reportages à téléjournal, des choses comme ça. Ensuite, j'avais fait une intervention en Irak le 11 septembre 2001, quand il y a eu l'attaque des 2 tours. Exactement le 11 octobre, on partait dans une mission à la frontière Iran-Afghanistan pour accueillir les réfugiés. Donc, on était avec Programme alimentaire mondial, aide, là j'ai oublié le nom des organismes, le CICR était là, avec plusieurs organismes, on était le premier groupe médical à implanter des camps de réfugiés pour accueillir les réfugiés parce qu'on appréhendait des bombardements massifs. Heureusement, ces bombardements n'ont pas été aussi massifs, l'afflux n'a pas été aussi important, mais la première journée qu'on a ouvert les camps, ça s'est rempli malgré tout. Donc, à cause de l'impact médiatique de tout ça, j'avais eu une certaine reconnaissance publique. Mais pourquoi? Pourquoi j'avais pu faire tout ça puis avoir une reconnaissance? Parce que j'étais médecin. Si j'avais été un autre, disons, métier, probablement que l'écoute médiatique et publique n'aurait pas été aussi grande parce qu'on est dans des sociétés comme ça où, disons, les hiérarchies sociales pèsent encore, où différents corps de métier ont divers, disons, aux yeux du public, divers niveaux de notoriété ou de reconnaissance publique, de prestige. Donc, c'est finalement la conjonction de tout ça qui fait que quand on a fondé l'UFP, ben, au bout d'un certain temps, ils m'ont approché pour dire on a besoin de toi pour être porte-parole, plutôt que, mettons, ceux qui étaient qui réussissaient pas à percer, mettons, le mur médiatique. Avez-vous hésité à le faire? Non, pas vraiment, parce que bon, j'étais partant et je savais que j'avais quand même certaines facilités puis de l'expérience, parce que quand j'avais été jeune, j'étais un des seuls à parler bien français, donc dans la révolution qui a mené au renversement du Shah, alors que moi j'avais 18 ans, ben, on me donnait tout le temps le micro.
Quand il y avait des journalistes qui venaient pour couvrir nos événements, ben, ils venaient me chercher parce que j'étais le seul capable de bien m'exprimer. Donc, j'avais cette facilité de communication qui fait que, je réalisais que je peux être utile à l'Union des forces progressistes. Et donc, on a embarqué comme ça. Donc, finalement, les circonstances du Québec et la naissance d'une nouvelle formation politique en émergence, ça fait que le parcours de Santé internationale et tout ça, là, j'ai dû le laisser de côté. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un moment où vous avez laissé tomber complètement la médecine pour vous concentrer seulement sur la politique? Oui, il a fallu quand j'ai été élu, en 2008. OK, c'est ça. Je ne sais pas quel âge vous avez, mesdames, mais bon... On est né en 96, 97, là, fait qu'on était encore un peu jeunes. Donc, vous aviez à peu près 10 ans quand tout ça s'est passé. Ouais. Donc, Québec solidaire a été fondé en 2006. Puis, moi, j'avais déjà fait une élection en 2003 au nom de l'Union des forces progressistes, dans le comté où j'ai été élu finalement. En 2007, il y a eu une élection lancée par le gouvernement Charest, un peu avant le terme. Mais il a été malchanceux, M. Charest, parce que finalement, ça a été un gouvernement minoritaire. Mais je n'ai pas passé en 2007, mais finalement en 2008. Donc, en décembre 2008. J'ai été élu à l'Assemblée nationale du Québec. Je ne me trompe pas, là. Oui, c'était le 8 décembre. C'était le premier pour Québec solidaire. Oui, parce qu'on avait beaucoup travaillé dans ce comté-là. Ce comté-là a été bâti sur beaucoup d'autres travaux qui avaient été faits avant, fait qu'on avait accumulé des forces, qui fait que j'ai pu rentrer en 2008, puis ensuite Françoise David est rentrée en 2012. Voilà. Okay. Puis, est-ce que ça a été difficile de pouvoir mettre la médecine sur pause? Voilà encore la beauté de la chose. Il faut pas... Moi, ce que je dis, c'est que vraiment, comme médecin, on est privilégié. On a comme une espèce le meilleur des deux mondes. Puis des fois, c'est même gênant de le mentionner, mais puisqu'on est entre nous, hein, ce podcast s'adresse, il faut admettre le privilège, puis se dire, comme c'est un privilège, peut-on l'utiliser à meilleur escient? Donc, ce privilège consiste en quoi? De la liberté professionnelle que donne le fait qu'on n'est pas employé. Mais en même temps, le réseau hospitalier, comme en fait tout le réseau, je pense, public, santé, éducation, si quelqu'un est élu dans un poste électif, Assemblée nationale, conseil municipal, fédéral, whatever, si donc on t'élit, ou même, je pense même au collège, par exemple, dans une institution étatique ou para-étatique où tu rends un service public, si tu es élu, ton poste doit être préservé. Donc, autrement dit, mon prême était préservé. Ah, ouais. OK, c'est intéressant, ça. Jusqu'à 10 ans. On m'a dit jusqu'à 10 ans. Moi, je n'ai pas pris de chance. Au bout de 10 ans, je suis retourné. Donc, ça a été de 2008 à 2018. Mais en plus, moi, je ne voulais pas perdre la main. Faire en sorte qu'à un moment donné, au bout de 3, 4, 5 ans. Donc, non seulement j'ai continué à m'inscrire au collège, mais je demandais aux collègues, puis ça les arrangeait parce que ça permettait de couvrir des gardes. Donc, de m'accorder des gardes. Donc, j'ai fait 3-4 semaines de garde par année. Oui, c'est ça. Il faut comme garder la main. Puis, une demi-journée aux 2 semaines, je faisais de la clinique externe. OK. Vous voyez, des plaies, des tuberculoses, des MPOC chroniques, whatever, pour permettre de garder la main. Puis, je pense que ça, c'est ce qui m'a sauvé. Donc, lorsque l'élection a eu lieu, je pense que c'était le 2 octobre 2018, et que mon mandat était terminé, moi, j'avais annoncé que je me retirais le 4 ou 5 mai 2018, j'ai annoncé que je me retirais. Puis le 2 octobre, c'était les élections. Le 3 octobre au matin, j'étais de garde à l'hôpital. Wow! Régime à temps plein. Il n'y a pas eu de transition. C'est ça. Voilà. Puis, est-ce que ça a été dur de mettre fin à vos engagements politiques? Non, en fait, pour dire vrai, on est tellement occupés dans nos charges médicales qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a des gens qui me le demandent encore 5 ans après, est-ce que tu t'ennuies de... Ouais. J'ai dit, peut-être, mais c'est quand je vais vraiment y penser. Ouais. Parce que là, ça a été ininterrompu. D'abord parce qu'il y a eu toute l'histoire alentour de la maladie de Lyme qui m'a absorbé. Ensuite, je n'avais pas eu encore le temps de prendre des arrangements avec le collège puis mon hôpital pour ce registre des patients puis ce projet de recherche qu'on est tombé en pandémie. Puis, les choses ont déboulé. Puis après la pandémie, puis il y a eu la pénurie du personnel, puis le fait que là, le réseau est fragile, et puis donc on a tous la langue à terre. Puis en plus, là, c'est que faut pas oublier que depuis la fin des années 90, début des années 2000, ça fait au moins 20 ans, si c'est pas plus, que les pouvoirs publics investissent moins par tête d'habitant en dollars constants que, mettons,
au milieu des années 90 en santé. Juste sur le territoire de l'île de Montréal, au tournant des années 90-2000, on a fermé l'équivalent de 9 hôpitaux de taille moyenne. Si tu comptes le nombre total de lits qui ont été fermés. Oui, 9 hôpitaux de taille moyenne. Mais ça, y avait 9 fois 250. Y avait-tu beaucoup d'unités psychiatriques avec ça? Parce qu'il Non. me semble qu'il y avait Non. une vague de... Non, ça, c'était bien avant. OK. Si Ça, tu ça la compte pas, ça. désinstitutionnalisation, Ouais, c'est ça. c'était beaucoup avant. C'était une vingtaine d'années auparavant. Là, on parle du tournant qui devait être le tournant de le virage ambulatoire. Mais le virage ambulatoire n'a pas été au rendez-vous réellement en termes de ressources. Les CLSC ont été asphyxiés. La première chose qu'on a trouvée, c'est de créer des GMF, qui est une manière de drainer des ressources du public vers le privé, avec la promesse que ça devait rencontrer les attentes de la population, mais ça n'a jamais été le cas. Donc, on a fragilisé le système. Pourquoi? Parce que ça s'est fait exactement au moment où frappait à nos portes la vague de la croissance du vieillissement de la population frappée avec l'avancement des molécules chères, la mise en marché des molécules de plus en plus chères pour le cancer, pour les maladies chroniques, etc., qui augmentaient l'espérance de vie, mais en même temps, en augmentant l'espérance de vie, augmenter la consommation des services médicaux, parfois même à outrance. Et pas juste les services médicaux, parce qu'on pratique maintenant des médecines de plus en plus défensives. Là, c'est pas le temps d'aller dans ces détails-là, mais qui veut dire qu'on consomme plus de IRM. Maintenant, aujourd'hui, dans les hôpitaux, c'est IRM à gogo. On c'est cherche pas beaucoup les problèmes. D'accord? Puis il y a Donc, au moment où une plus grande partie des ressources disponibles en dollars investis dans le réseau doivent aller à payer des médicaments de plus en plus chers à des malades de plus en plus fréquents qui viennent pour des problèmes de plus en plus fréquents et nombreux, même s'ils sont de moindre intensité, et à la consommation d'équipements, c'est-à-dire à l'utilisation d'équipements de plus en plus coûteux et chers. Au même moment, on dépense moins en dollars constants, mettons d'époque, par tête d'habitant. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait un réseau qui a de la difficulté sur tous les plans. Et je peux le dire avec d'autant plus de facilité que moi, je l'ai toujours dénoncé. On était, nous, à l'affût, comme critique de ce modèle néolibéral de désinvestissement de l'État dans ses rôles sociaux. Mais j'ai été à l'affût de ces informations, puis j'ai suivi, puis je les ai critiquées. Mais bon, ils ne nous ont pas écoutés, puis c'est ça que ça donne. Voilà. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'avis? On dit souvent que comme, le réseau de la santé sonde, que ça va mal, tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent un peu que c'est une peine perdue. Non, c'est pas vrai. C'est comme, comment je pourrais dire? C'est pas... Laver la vaisselle, c'est une peine perdue. Mais il faut quand même la laver. On sait qu'on va laver la vaisselle, puis au prochain repas, ça sera à recommencer. Mais ça ne nous empêche pas de devoir faire la job. Et c'est sûr qu'on a plus de vaisselle à laver si on en a plus à nourrir, si on fait plus de plats. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Bon. Mais il faut prévoir la ressource. Donc, peut-être qu'on est rendu à l'époque où il faut investir dans les... Bon. Mais ce que les décideurs publics ont fait depuis 20 ans, c'est appliquer le modèle néolibéral d'implanter des modèles de gestion du secteur privé pour contenir les coûts. Au lieu de dire, merde, il y a des... Excusez-moi, là, c'est enregistré. Il y a des besoins, on va les rencontrer. Non. Il y a des besoins... Ça coûte cher, on va contenir les besoins, on va contenir les coûts. On va réduire d'abord les infirmières et les médecins en nombre, les mises à la retraite, qui étaient à peu près dans les mêmes époques. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiffres analytiques de la Banque mondiale qui montrent qu'en médecine, contrairement à d'autres secteurs, c'est l'offre qui conditionne la demande et non l'inverse. C'est pas la demande. Donc, on va réduire l'offre de services en réduisant le nombre de médecins, d'infirmières et de lits. Ça va réduire l'accès. Donc, c'est ça que ça veut dire aussi, cyniquement que ça veut dire, pour diminuer le coût de l'État. Pourquoi? C'est quoi la finalité de diminuer le coût de... C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce que il est arrivé un moment dans l'histoire, après, au tournant des années 70-80, où le dogme néolibéral que le moyen de régler tous les problèmes économiques, c'est de permettre aux plus riches d'être de plus en plus riches. Et ils vont devenir tellement riches que ça va ruisseler par le bas. C'est la théorie du ruissellement. Tu remplis la coupe au-dessus de cette pyramide de champagne et toutes les coupes en bas vont se remplir. C'était ça la promesse. Littéralement, c'était même l'expression. Ça fait aucun sens. Le ruissellement.
Non, ça fait pas aucun sens maintenant, mais à l'époque, il y a plein de gens qui ont cru. Parmi des décideurs publics et des hommes et des femmes politiques tout à fait sincères, comme Bernard Landry, qui était devenu un des chantres de ça. Il a même écrit un livre sur le libre-échange. Mais ce dogme, si on devait laisser aux riches devenir plus riches, c'était quoi derrière ça l'idée? C'est qu'il fallait moins les taxer pour qu'il y ait un plus grand revenu disponible entre leurs mains, puis qu'ils fassent prospérer, puis qu'ils réinvestissent. Donc, il fallait réduire les taxes. Mais si tu réduis les taxes, on ne le faisait pas par caprice, c'était dépensé pour les infrastructures et les services publics et les biens publics. Donc, il fallait couper là-dedans. Donc, on a laissé nos infrastructures se détériorer, l'état de nos routes, nos aqueducs, nos écoles, nos établissements publics. Puis, on a aussi, c'est-à-dire, on a fait le strict minimum. Mm-hmm. Puis aussi, on a coupé en éducation et en santé. C'est ça la réalité. Si vous faites les calculs des dépenses per capita par les États les plus développés, les 40 pays, mettons, de l'OCDE les plus développés, puis vous regardez les années 70, 80, encore 90, par tête d'habitant, on n'a fait que baisser depuis ce temps-là. Mm-hmm. Parce qu'il y a une croissance démographique et la valeur de l'argent. Donc, si tu calcules dollar à dollar constant, on dépense pas. Oui. Puis, tu sais, il y a quand même beaucoup d'invités qu'on a eu ici que, justement, ils vivaient quand même des frustrations au jour le jour, tu sais, dans leur travail, à cause du système de santé qui va pas nécessairement bien, puis c'est des patients qui s'en plaignent. Mais, tu sais, comme, qu'est-ce qu'un médecin peut faire, justement, tu sais, au-delà de juste faire leur travail le mieux qu'ils peuvent pour essayer de faire la différence dans le système, t'sais. C'est drôle que vous me demandiez ça aujourd'hui. Moi, je ne connaissais pas ce concept. Il y a eu une conférence midi par une de mes très appréciées collègues qui s'appelle Marianne Archambault, qui est un hémato-oncologue, qui s'appelle la culture juste. Je ne sais pas si on vous l'enseigne à l'école. La culture juste consiste à l'intérieur du système de plutôt que de chercher des coupables lorsqu'il arrive une erreur, etc., ou des problèmes, et être dans la culture de la punition, être plutôt dans la culture de la reconnaissance partagée de l'erreur, que l'erreur n'est pas individuelle, mais et souvent, c'est les circonstances, c'est le système, c'est l'ensemble des acteurs. Puis il faut remonter, disons, les échelles de responsabilité qui sous-tendent une erreur qui arrive à un moment donné. Ce qui est la cause de ces erreurs et des problèmes, que ce soit les erreurs ou que ce soit toutes des choses qui frustrent, c'est un ensemble de situations qui conduisent à du surmenage, à des charges de travail importantes, à des ratios médecins, patients, infirmières, patients trop élevés, qui ne laissent que peu de place à la vie. Ça, c'est le... Je ne sais pas si je dois le montrer là-bas. Parfait. Actuellement, le milieu syndical sont en lutte pour améliorer leurs conditions de travail. Ils disent qu'il y a des limites, ça c'est la FIC, puis ils se plaignent des bas salaires. Leur bas salaire pour les médecins, c'est pas le problème. Vie personnelle et charge de travail. Et la réalité est que tant qu'on sera dans ce modèle néolibéral de gestionnite chronique, les lits que je vous ai dit qui ont été fermés il y a quelques années, moi je me rappelle très bien, 5 ou 6 ans plus tard, je me promenais dans les mêmes couloirs de Notre-Dame où il y avait des chambres, puis ce que je voyais c'était des bureaux, puis des gestionnaires. Parce qu'on choisit un gestionnaire pour contrôler le travail de, je ne sais pas, quelques infirmières chefs. Ensuite, plusieurs gestionnaires doivent être gérés par un autre gestionnaire par-dessus. On a des couches successives de gestionnaires qui sont accumulées dans le réseau pour de la paperasserie, pour des redditions de comptes, dont une partie est certainement justifiée, mais une grosse partie vient de cette mentalité de tout contrôler et rendre disons, de le rentrer dans le modèle managérial qui a cours dans l'idéologie néolibérale enseignée dans les écoles d'entreprise depuis 30 ans. D'accord? C'est ça qui a gangréné malheureusement tous nos institutions publiques et nos pouvoirs publics. Donc, est-ce qu'il y a une solution individuelle que moi, toi et toi, on peut, une fois qu'on est collègue médecin, apporter à ça? Oui, en essayant d'humaniser nos liens, puis nos environnements de travail à travers des cultures médicales qui ne répondent pas à ces impératifs, mais plutôt aux impératifs que je vous ai dit de qualité et surtout d'un environnement
qui soit respectueux et qui protège plutôt que devient hostile à tous les individus. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à notre niveau. D'ailleurs, c'était le résultat de la présentation aujourd'hui. Plusieurs ont arrivé à la conclusion, bon, mais c'est une excellente approche. Il faut maintenant le partager. Fait qu'on s'est donné le mot d'ordre qu'on va en parler au DSP, puis qu'on va faire monter ça dans notre établissement, puis on va essayer de l'appliquer sur quelques années, quelques mois à quelques années. Donc, il y a des choses qu'on peut faire au niveau individuel. Mais, si l'approche des gouvernements à chaque fois qu'il y a des problèmes dans le réseau consiste à faire des changements de structure, c'est ce qu'on a fait depuis 2003. Couillard d'abord, ensuite Yves Bolduc, ensuite ça a été Gaétan Barrette, et maintenant M. Christian Dubé veut faire encore des changements de structure. On pense que non, ce n'est pas des changements de structure. Il faut juste donner de l'oxygène. Donner de l'eau et de l'oxygène pour que ça vive. C'est pas en squeezant. C'est sûr qu'il faut adapter les structures, mais il ne faut pas penser structure d'abord. Il faut penser au fait que, bon sang, il y a un vieillissement de la population. C'est quoi les besoins de la population maintenant? Puis comment j'y répondais à une époque où ça fonctionnait un peu mieux? Il y avait des problèmes, mais pas à ce niveau-là. Là. Il n'y avait pas une telle surcharge de travail, de détresse parfois chez les professionnels, y compris les médecins, y compris les problèmes de suicide, de dépendance à l'alcool, aux substances, etc., de problèmes de couple, de santé. Bon. Et donc, si on veut y remédier, c'est des réponses systémiques. Puis, que voulez-vous, c'est mon billet. C'est mon billet individuel. Les réponses systémiques, ça ne se décide pas chacun dans notre coin ou même dans notre hôpital. C'est l'action politique. C'est pour ça que pour moi, l'action politique va de pair. Puis là-dessus, c'est pas un contemporain qui a dit ça, là. C'est Koch. Hein? Vous connaissez Koch? Le bacille de Koch? Ouais. Un fameux médecin tchécoslovaque qui est donc à l'origine de la découverte de l'agent pathogène de la tuberculose. Lui, il disait qu'une bonne politique publique vaut 1000 médecines. Médecine dans le sens 1000 traitements médicaux, 1000 médecines, 1000 médicaments. Surtout à l'époque, il se rendait bien compte que tu ne peux pas régler le problème de tuberculose quand il y avait malnutrition, quand il y avait pauvreté, quand il y avait manque de... Tu le vois dans les pays, la tuberculose recule quand la quantité de calories disponibles par jour par habitant dépasse les, je pense, 1900 ou 2000 ou 2200, je ne me rappelle pas du chiffre, là, dépasse un certain seuil. Tu peux faire une corrélation. Toutes les déterminants de la santé. Tu règles les problèmes des dysenteries qui sont encore les problèmes majeurs pour 80% de la population de la planète quand tu offres de l'eau courante. Puis un assainissement de l'environnement. Donc, c'est des politiques publiques. C'est quand tu as des ingénieurs pour construire des aqueducs, puis des gens pour nourrir le monde, puis fabriquer des tracteurs, puis augmenter la production agricole, que tu règles le problème de tuberculose et de dysenterie. Donc, il faut réfléchir dans ces termes-là. Et comme médecin, on doit être conscient qu'on agit à une échelle individuelle qui a un caractère sacré. Mais ce qui a véritablement un impact systémique, c'est les politiques publiques. Et donc, c'est le fun d'avoir aussi des opinions. Puis heureusement, chez les jeunes, il y en a beaucoup, je pense. Vous en avez quelques-uns dans votre gang qui s'intéressent. Clairement. On en voit. Ouais. Fait que dans le fond, on s'implique si on a un intérêt là-dedans, ou du moins, on vote selon on s'informe. nos opinions. C'est-à-dire, on peut pas, en tout cas comme médecin, avec toutes les ressources qui ont été mises à notre disposition pour avoir des capacités d'absorption des connaissances. Hein? On est des véritables bêtes de somme d'absorber des connaissances. Il faut laisser une porte ouverte pour aussi la politique. Mais j'ai rarement vu des médecins dire que la politique, ça ne m'intéresse pas quand même, heureusement. Et la politique aussi, c'est un peu comme la vaisselle qu'on a dit, même si ça produit parfois des problèmes, mais il faut juste, faut le laver puis recommencer. Mais
à mon avis, à long terme, on règle des problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit quand même près de 85 ans en moyenne, alors qu'il y a encore 100 ans, au Québec, la moyenne était, je pense, 55 ans, l'espérance de vie. C'est quand même énorme. Ouais. Aujourd'hui, une bonne partie de la population a accès à l'éducation, au savoir. Il y a encore une cinquantaine d'années, une bonne partie de la population était analphabète. Moi, je me demandais, là, aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes retourné plus dans la pratique. De quoi ça a l'air, votre pratique, en ce moment? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous occupe? J'ai un poste de microbiologiste infectiologue dans un hôpital. Donc, c'est une pratique hospitalière. Les patients sont devenus de plus en plus lourds pour la raison qu'on dit, un vieillissement de la population. Donc, ils nous arrivent, au lieu d'arriver à 65 ans, au bout de leur... Tu sais, à l'époque, les gens prenaient sur eux beaucoup de symptômes. Il fallait qu'ils soient vraiment malades avant qu'ils viennent à l'hôpital. Aujourd'hui, à cause du fait que le niveau d'éducation est plus élevé, les gens ont de meilleures attentes vis-à-vis d'eux-mêmes, donc ils consultent plus tôt. Mais ça a ses revers, c'est qu'il y en a plus et il y a aussi des gens qui sont plus âgés et qui viennent et qui ont une comorbidité. Donc, les dossiers peuvent être excessivement lourds. Ce que parfois je voyais une fois par semaine, maintenant, tous les jours, j'ai un cas lourd. D'accord? Bon, ça, c'est la différence. Ça veut dire que quand le ministre Dubé réfléchit au réseau, il faut qu'il se dise, on n'est plus il y a 20 ans, il faut comme donner plus de ressources. Il nous faut plus de microbiologistes, plus d'infectiologues, plus de médecins généraux, etc. Ça prend plus de temps. Donc, c'est un peu plus lourd, d'accord? Puis moi, j'ai une passion particulière pour la maladie de Lyme dans ses manifestations chroniques parce que quand j'étais encore député vers la dernière année, il y a une association de patients qui sont venus me voir. Puis ils m'ont ouvert les yeux parce que moi, j'avais lu le chapitre sur le Lyme dans ma formation. Puis pour moi, c'était simple. La maladie de Lyme, d'abord, c'était difficile à attraper. C'était facile à diagnostiquer, facile à traiter. Puis une fois traité, c'était réglé. Puis bonjour, bonsoir, c'est fini. D'accord? C'est ça qu'on apprend, ouais. Encore? Non, ça, c'est une erreur. J'espère que ça va changer bientôt. En tout cas, c'est pas supposé être ce que vous apprenez depuis au moins les travaux de l'INES là-dessus. L'INES a produit 2 rapports. En 2019 sur la maladie de Lyme dans l'ensemble, puis en 2021 sur les symptômes persistants. Puis il mentionne clairement qu'il y a un problème, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un problème. En tout cas, si on ne pouvait pas le dire encore avant 2020, maintenant, avec la COVID longue, c'est évident qu'aucun médecin minimalement informé ne peut penser que parce qu'une infection est en apparence réglée, il n'y a pas de problème de conséquences à long terme. Plusieurs maladies virales en sont témoins, plusieurs infections bactériennes en sont témoins. Mais donc, la maladie de Lyme, en 2018, la beauté de la chose, c'est que j'aurais jamais pu faire cette recherche-là moi tout seul. Mais comme j'étais député, j'avais une équipe de recherche. Et pas seulement l'équipe de recherche comme député, mais l'équipe de recherche de l'Assemblée nationale, parce qu'on avait une commission parlementaire là-dessus. Puis l'équipe de recherche de l'Assemblée nationale ont mis la main sur les travaux qui étaient en train d'être faits, même pas encore publiés, aux États-Unis pour le Congrès américain, puis en France pour la haute autorité sanitaire qui est l'équivalent de l'INES. Wow. Fait que moi, j'ai eu tout ça, des briefings, fait que ça m'a ouvert les yeux et je me suis rendu compte que c'est plus complexe que ce que j'avais étudié. Et donc, après ça, je me suis occupé beaucoup de patients. Il y a eu quelques patients qui sont devenus comme des déclencheurs parce que leur évolution, puis leur réponse aux antibiotiques, même avant de me voir, était parfaitement témoin que quelque chose de persistant au niveau infectieux aussi pouvait être en cause. Pas tous les cas, mais plusieurs. Donc, tout ça fait en sorte que j'ai fini par devenir un des seuls centres, je pense le premier centre en Amérique du Nord public, dans le réseau public. Parce qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup, mais dans le réseau privé. Qui joue carte blanche. C'est-à-dire qui, de manière ouverte, dit je vais recevoir ces patients-là, puis une bonne partie de ces patients-là vont être mis sur des antibiotiques prolongés. D'accord? Ça se fait beaucoup, comme je vous ai dit, aux États-Unis. Il y a plusieurs médecins au Québec qui le faisaient, mais en catimini. D'accord? Sur entente. Catimini, parce que à l'entour de la maladie de Lyme, sous sa forme chronique, il y a une véritable guerre de tranchées, une espèce de guerre de disons, orthodoxie, ou enfin, entre une orthodoxie puis des gens qui le remettent en question, mais qui a des ramifications d'allure judiciaire, conflit d'intérêts.
si vous lisez un peu là-dessus, vous allez voir que en fait, l'IDSA, mon association, l'équivalent de notre association d'infectiologues aux États-Unis, a été poursuivie par le procureur général, donc le ministre de la Justice du Connecticut, où est situé d'ailleurs le comté de Lyme. C'est comme le foyer historique de la maladie de Lyme. Pour cherry picking dans les études scientifiques, dans leurs recommandations, et pour conflit d'intérêts, je pense, de 3 des 5 membres du comité aviseur, parce il y en a 2 qui avaient des intérêts dans la sérologie, puis l'autre faisait des expertises pour les compagnies d'assurance pour refuser les paiements de traitements prolongés. Bon. Donc, c'est des histoires comme ça qui ont mal fini parce que et on finit en queue de poisson parce que ce procureur qui était très populaire a été recruté par les démocrates pour aller au Sénat américain. Puis lui, pour bien faire, il a dit, il a tablé sur la bonne entente de la direction de l'IDSA. Il les a conviés et dit, regardez, j'ai tout ce qu'il faut pour vous condamner. Si vous voulez, on arrive à une entente hors cours. Travailler ensemble. Puis l'entente hors cours devait emmener l'IDSA à réviser sa position puis intégrer une partie de la critique qui venait des gens comme moi qui disaient, votre appréciation des études est erronée, méthodologiquement, disons, a des failles. Ensuite, la sérologie, vous l'admettez vous-même, mais juste à demi-mot. Vous oubliez de mentionner qu'il y a quand même 30% des gens qui peuvent être séronégatifs. Donc, il y a plusieurs critiques qui peuvent être apportées. Puis le fait de continuellement trouver de quoi redire sur les études animales. Même il y a eu une étude sur les primates, même ça n'a pas été suffisant pour leur faire comprendre que la sérologie n'est pas fiable. Bref, juste pour dire que le Lyme m'occupe beaucoup. Et ce qui fait en sorte que mon travail est particulièrement difficile, c'est que j'ai à peu près maintenant 400 patients chroniques que je suis là, qui, je ne réussis pas à en libérer autant que je suis obligé d'absorber parce que je suis la seule clinique probablement. Mais heureusement, entre-temps, on a réussi à convaincre le gouvernement. On a eu le feu vert en octobre 2020. Ensuite, on a développé un projet avec le centre de recherche du CHUM, département de médecine interne, puis le professeur Alain Moreau, qui est détenteur de la chaire de recherche du Canada sur la fatigue chronique, l'encéphalomyalgie. On a soumis ça en juin 2021 à M. Dubé. Malheureusement, ça a tardé, mais l'année suivante, donc en mai 2022, on a eu 21 millions pour 3 ans pour 15 cliniques qui s'occupent de Lyme chronique et de COVID longue. Là, on est dans le processus d'essayer d'avoir une approche cohérente parce que comme le budget a été distribué en 15, là, il manque un peu de coordination et de cohésion. On est en train de travailler là-dessus. Mais si, je me pose la question, là, si, mettons, si les sérologies ne sont pas parfaites, tu sais, comment vous pouvez savoir que c'était le Lyme? C'est la clinique. C'est-à-dire, lorsqu'une personne a une histoire compatible. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que l'histoire compatible, c'est qu'une personne... Le cas typique, c'est quelqu'un de ton âge à peu près, entre, mettons, 25 et 45 ans, qui est en parfaite forme, qui n'a aucun problème de santé, qui fait des marathons, qui fait beaucoup de camping, ou qui fait des activités de plein air. Ouais. Puis là, tout d'un coup, à la fin de l'été, au mois d'août, au mois de septembre, fait une grippe. Alors que, habituellement, une grippe de fin d'été. Puis, après coup, il commence à avoir mal au cou, mal à la tête, fatigue, des arthralgies, puis qu'il ne se rentre pas dans l'ordre. Puis là, il se souvient, merde, c'est vrai, il y a eu un petit bouton, c'était peut-être une tique, là, parce qu'ils y pensent maintenant. Ou carrément, il se rappelle, c'est vrai, mon ami au coin du feu, il a dit, c'est drôle ton rougeur, c'est comme on pourrait jouer au dard avec. Comme ça, on pourrait jouer au dard, mais qui n'avait pas prêté attention. Et là, ça rentre dans l'ordre, puis ça revient. Ça rentre dans l'ordre et ça revient. Puis petit à petit, la personne perd de ses capacités, devient de plus en plus fatiguée, a de plus en plus de brouillard mental, exactement comme ce qu'on voit avec la COVID, avec certaines variantes. D'accord? Puis là, va voir un médecin, d'abord son médecin de famille, ensuite un neurologue, ensuite un rhumatologue, ensuite un interniste. Spécialiste après généraliste, on fait toutes sortes de bilans. On pense d'abord, c'est ceci, c'est cela, c'est la thyroïde, c'est peut-être une maladie auto-immune, c'est peut-être une maladie rhumatologique, c'est peut-être même la sclérose en plaques parce qu'il y a des dysesthésies, et où on fait même une résonance magnétique, il y a des anomalies de la substance blanche, mais bon sang, ils n'ont pas la distribution
habituelles, mais c'est des anomalies de la substance morte. Ça pourrait être une sclérose en plaques. On donne des stéroïdes, ça s'empire au lieu de s'améliorer. Donc, c'est au bout, donc, en excluant toutes sortes d'autres maladies qui finissent souvent chez moi. Puis là, moi, je prends le temps. C'est pour ça que c'est un peu lourd. Habituellement, la première consultation, après l'évaluation de l'infirmière, avec moi, ça prend 1 heure et demie, l'histoire et l'examen. Ouais. Et là, puis comme on cible, on va chercher ces éléments de l'histoire. Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que tu as fait l'été avant? Où est-ce que tu étais? Puis là, on met bout à bout. On voit que c'est cohérent sur le plan d'évolution des symptômes. C'est compatible, c'est-à-dire il y a un facteur de risque très fort par leur activité qui a précédé. Et puis ensuite, les autres éléments ont été exclus. Parfois, ils ont un ELISA positif, mais c'est le Western blot qui est négatif. C'est souvent ça le problème. Parfois, ils ont l'ELISA négatif, mais ils ont l'histoire de tic très claire ou l'histoire de l'érythème migrant très claire, mais qui n'a pas été traitée. Parfois, ils ont eu le diagnostic initialement. Ça a été traité. Il y a eu 4 semaines, puis ensuite un autre 4 semaines parce qu'il y a des symptômes qui étaient résiduels. Mais ce n'est pas parti. Ils sont restés avec des symptômes. Donc, l'ensemble de ces différents tableaux cliniques, une fois exclus les autres possibilités les plus fréquentes, là, vous les prenez en charge. Et surtout, c'est que beaucoup de ces patients-là, leur vie se trouve à chambouler, être complètement chamboulée. Certains ont perdu leur job, certains ont vu leur vie familiale détruite. Comme je vous disais, j'ai eu quelques cas. Le cas qui m'a vraiment troublé et bouleversé, c'est les parents d'une femme de 38 ans qui était massothérapeute en Estrie. Les parents qui m'ont contacté en désespoir de cause parce que leur fille les avait convaincus de chercher une maison pour soins palliatifs. Elle avait 38 ans et 2 enfants en bas de 10 ans. De soins palliatifs. En attendant qu'elle convainque un de ses médecins, de lui prodiguer les soins de fin de vie, aide médicale à mourir, parce qu'elle pensait qu'elle aurait eu droit. Évidemment, elle n'aurait pas eu droit, mais elle était... Puis le pire là-dedans, c'est que son cas était tellement pathétique que tout le monde s'était laissé convaincre parce que c'était trop lourd. Elle ne prenait son bain qu'une fois ou 3 semaines. Parce qu'à chaque fois qu'elle prenait un bain ou se levait, puis venait de ce genre d'activité, elle écopait pendant des jours et des jours. Et là, je vous épargne le détail de tout ça, mais cette dame-là, maintenant, est de retour au travail 3 jours semaine. Puis, est sur pied, d'accord? Parce qu'on a pris le temps d'écouter son histoire, puis de mettre des liens, même si sa sérologie était négative. Voilà. Est-ce que vous pensez, ce qui vous attire un peu dans la maladie de Lyme, c'est un peu ça, le fait de... C'est genre, on dirait que c'est encore un peu politique, tu sais, vous oui, forcément, parce que j'étais... Ce qui m'a, disons, mis en lien avec la maladie de Lyme, c'était comme député d'abord. Ils sont venus comme députés. Donc, forcément, il y a un lien. Mais disons que non, si ces circonstances-là s'étaient produites, je n'aurais pas été vers cette maladie, simplement parce que je suis pas un autre chat à fouetter. J'aurais été en santé internationale probablement à nouveau. Mais bon, c'est le combat. Mais c'est sûr que maintenant que je suis dedans, c'est sûr qu'une autre personne, d'ailleurs la journaliste qui a fait un petit scandale là-dessus, Isabelle Haché, a mal compris ma réponse là-dessus, ou peut-être je me suis mal exprimé pensant que ça allait de soi qu'elle allait comprendre. Il a dit, elle m'a demandé, mais pourquoi Dr. Kadir, d'autres le font pas et vous le faites? J'ai dit, parce que j'ai une certaine notoriété, puis je peux faire ça, parce que si d'autres le font, ça va être beaucoup plus difficile de se faire entendre, parce que si les gens les connaissent pas, peuvent soupçonner qu'ils sont motivés par toutes sortes d'intérêts, par exemple des intérêts pécuniaires, quoi qu'ici, comme je le fais dans le cadre de l'hôpital, donc c'est pas une clinique privée à $500 la première consultation, je pense que c'est même rendu $800 la première consultation, certaines cliniques aux États-Unis, donc je peux pas être soupçonné a fortiori d'avoir des intérêts pécuniaires là-dedans. Il faut dire aussi juste le processus que vous avez dit d'avoir eu la bourse par le gouvernement, ayant été dans le gouvernement, d'avoir vu ça, ça doit être vraiment plus facile de faire ces démarches-là pour aller chercher tout. Mais c'était pas une bourse, c'est que comme c'était une pétition auquel la commission santé devait répondre, la commission a décidé d'organiser des audiences publiques là-dessus. Okay. Et à partir de ce moment-là, on avait un mandat de fouiller la chose. Donc, non seulement ma propre équipe de recherche, parce que chaque député, on a des équipes de recherche, mais même l'équipe de recherche de la commission
étaient mandatés de réunir de l'information. Puis eux, ils ont vraiment moi, j'aurais jamais trouvé ça. Je veux dire, j'aurais pas su qu'il y a un Tick-Borne Disease Working Group mis sur pied par le CDC et le US Health Department, donc le ministère de la Santé, pour faire rapport au Congrès. Ça se passait en fin 2017-2018, au même moment où nous, on faisait nos affaires. Puis le rapport a été soumis en novembre, mais nous, on avait accès déjà au rapport au mois de mars 2018. D'accord? Le HAS a publié en juin 2018, mais nous, on a eu accès à leur rapport en février-mars 2018. Comme médecin, j'aurais jamais eu accès à ça. C'était des travaux à l'intérieur de deux institutions très fermées. Est-ce que vous pensez que c'est un domaine que... Genre, tout m'a l'air quand même récent, là. Tu sais, quand on parle de médecine, souvent, c'est des choses qui se déroulent sur des années. Fait que si vous pensez que ça va vraiment évoluer, qu'il y a quelqu'un qui est intéressé dans la recherche pourrait aller vers ça pour essayer de s'impliquer puis voir comment... Absolument. Ben, tout est ouvert pour un tas de choses. Surtout, toute la question de la pandémie et ses liens, à mon avis, évidents avec les perturbations globales de nos sociétés modernes. Il n'y a pas juste la perturbation de climat, il y a la perturbation de nos environnements qui empiètent sur l'environnement naturel, sur la nature. C'est toute la question des pangolas et tout ça. C'est quoi? En fait, c'est comme une espèce de métaphore de ce qu'on pourrait faire de pire, le fait que l'homme essaye de tout épuiser les ressources et manger tout. Hein? Finalement, on mange tout. Ouais. On veut manger tout, on veut essayer tout. Puis on empiète sur tout, puis on se rapproche de tout. On se rapproche des chauves-souris, on se rapproche des pangolas. Donc, cette espèce de... Bon, ça entraîne des problèmes de santé. Donc, pour les médecins, les nouveaux médecins, c'est riche de sujets de conquête du savoir, c'est-à-dire comment on peut mieux réguler nos interactions et comment les médecins pourraient s'inviter dans le débat pour inviter à de nouveaux équilibres en rapport avec la nature, en rapport avec ce qu'on mange, en rapport avec ce qu'on respire. Par exemple, les médecins à Rouyn-Noranda-Témiscamingue, dans leur intervention dans le débat alentour de la fonderie, a eu un impact considérable. Je veux dire, maintenant, la fonderie est sur la défensive, alors que ça fait 50 ans qu'ils polluent les... Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mobilisation, puis dans laquelle les médecins ont eu un rôle. Oui, fait qu'il y a moyen, c'est ça, de... Oui, absolument. Le champ est ouvert. Oui. Pour clore, est-ce que vous avez un conseil pour les étudiants qui, comme nous, on recherche un peu dans quel domaine on veut s'en c'est de garder ouvert une fenêtre à ce qui est pas tout à fait dans les normes. La médecine est devenue très normative, très normée. Ça a ses raisons, parce que c'est pour éviter des dérives, d'accord? Pour éviter quiconque fait quoi. Mais comme n'importe quelle structure trop normée, des fois, ça s'effondre ou ça peut s'épuiser sur lui-même, devenir un carcan. Le cas de Lyme, pour moi, ça a été un riche exemple, mais il y a des tas de choses. Donc, la vraie science ne peut jamais être dissoute dans une doctrine. Alors que la médecine telle qu'appliquée est encadrée par les associations normatives qui émettent des guidelines, etc., tend à ériger des doctrines. Donc, il faut faire attention à ça. Si on ne fait pas attention, il n'y a plus d'innovation. Moi, je me dis des fois, comment certains chirurgiens ont fait pour transplanter le cœur, faire des opérations. Ils n'ont pas pu faire des études randomisées à double insu. C'est qu'à un moment donné, devant un impératif, il a fallu innover, mais de manière réfléchie, dans un cadre entouré de... évitant une approche téméraire, évitant des approches qui soient insouciantes, mais qui puissent quand même garder une porte ouverte vers l'innovation. Voilà. C'est vraiment un bon conseil. Oui, vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Merci On a vraiment apprécié notre discussion. Merci.